Dans cette dernière vidéo des probabilités, je vais présenter la loi la plus importante de toutes les probabilités, à savoir la loi normale. Donc cette loi est une loi à densité, donc je vais dans une première partie donner la densité de cette loi normale. Ensuite, je vous présenterai comment on utilise la table de la loi normale. Alors, de la loi normale centrée réduite, c'est toujours la loi de référence. Et donc dans une troisième partie, je vous donnerai deux moyens de se ramener systématiquement à une loi centrée réduite. Tout d'abord la densité. Donc si x est une variable aléatoire qui suit une loi normale, donc notée grand N, avec deux paramètres, dont le premier paramètre est la moyenne m, et le deuxième est l'écart type ici. Alors il y a deux présentations possibles, soit on écrit l'écart type, sigma, soit on écrit la variance, qui est sigma carré. Moi j'ai choisi d'écrire sigma systématiquement. Alors la densité de cette variable aléatoire est donnée par la formule suivante, qui est une exponentielle, qui fait intervenir donc la moyenne et l'écart type sigma. Alors si vous considérez maintenant la loi normale centrée, donc centrée ça veut dire qu'elle a une moyenne nulle, et réduite ça signifie que son écart type est égal à 1, alors la fonction densité ici devient un petit peu plus simple et s'exprime de cette façon-là. Si je représente ces densités, donc voilà, j'ai représenté en bleu la courbe de la densité. La moyenne est en fait le point où la fonction atteint son maximum. Donc ici vous voyez, moi j'ai une moyenne m égale 0, le point maximum est atteint en 0. Si je décale la moyenne, ça va me décaler ma fonction en conséquence. Donc c'est une translation en fait de ma densité si je ne fais que bouger la moyenne. Alors l'écart type, lui, il mesure la dispersion en fait de ma fonction autour de cette moyenne. Donc si j'ai un faible écart type, je suis très proche de la moyenne. Par contre, dès que j'augmente mon écart type, ma concentration s'affaiblit et je m'éloigne progressivement de la moyenne. Alors bien sûr, le sommet est toujours atteint en la moyenne, mais c'est de moins en moins flagrant au fur et à mesure où j'augmente l'écart type. Alors, à partir de cette densité, on a déjà plusieurs propriétés. Donc, si x est une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne m1 et d'écart type sigma 1, alors quand vous ajoutez à x une constante a, la nouvelle loi obtenue est encore une loi normale dont l'écart type n'est pas modifié, mais par contre la moyenne a été ajoutée de a. Quand vous multipliez cette fois x par une constante a, vous modifiez la moyenne en conséquence en la multipliant par a, mais cette fois-ci également l'écart type en le multipliant par valeur absolue de a. Un cas particulier, c'est que si vous multipliez par moins 1, donc vous obtenez une variable aléatoire moins x, alors ça suit encore une loi normale, dont l'écart type ne change pas, mais dont la moyenne est devenue opposée à la moyenne de départ. Et puis, une propriété importante, c'est que si vous ajoutez deux variables aléatoires qui suivent une loi normale, de paramètres respectifs m1, m2, sigma 1, sigma 2, qui sont toutes les deux indépendantes entre elles, alors la somme suit encore une loi normale de paramètres indiqués ici. Alors là où c'est important, c'est si on applique ces propriétés à une loi normale centrée réduite, les deux choses fondamentales, c'est que si vous ajoutez a, ça donne une loi normale de moyenne a, et surtout, c'est cette propriété qu'il va falloir absolument comprendre et retenir pour l'utiliser, c'est que si vous avez une loi normale centrée réduite, que vous prenez l'opposé de cette variable aléatoire, donc moins x, ça suit encore une loi normale centrée réduite. Donc x et moins x ont la même loi.
Alors si je représente la densité de x et la densité de moins x, donc ici en bleu la densité de x, et en rouge la densité de moins x. Donc vous voyez qu'on obtient des courbes symétriques par rapport à l'axe des ordonnées quand je fais varier ma moyenne. Et quand ma moyenne est nulle, eh bien les courbes se confondent, c'est-à-dire qu'on a la même densité et donc la même loi pour x et pour moins x. Alors, comment on utilise la table de la loi normale? Donc, on va supposer dans cette partie qu'on a affaire à une variable z qui suit une loi normale centrée réduite. Et les tables sont données pour les lois normales centrées réduites uniquement. Donc la table de la loi normale, en fait, elle contient des valeurs, des probabilités que grand Z soit plus grand ou égal à Z. Mais cette probabilité, c'est la même que j'ai le droit de mettre un signe moins à l'intérieur, donc je change l'inégalité. Et on a vu que moins Z, c'était aussi une loi normale centrée réduite. Donc en fait, ça c'est égal à ce que Z, à la probabilité que Z soit inférieur ou égal à moins Z. Donc cette propriété est très importante, à savoir que la probabilité que Z plus grand que petit z est égale à la probabilité que Z soit plus petit que moins Z. Et la table de la loi normale nous donne ces probabilités. Alors selon les tables, des fois on a la probabilité que Z soit plus grand que Z, ou la probabilité que grand Z soit plus petit que petit z. Ça va dépendre des tables. Si petit z est fixé, le but c'est de trouver un alpha tel que la probabilité que grand Z soit plus grand que Z soit égal à alpha. Donc je me dirige sur la table ici. Ici, j'ai alpha représenté dans la première ligne du tableau. Alors, en fait, elle est représentée en colonne et en ligne. En colonne, on va lire les dizaines de alpha, et en ligne, les centièmes et les millièmes. Donc moi, je me suis fixé Z, qui vaut 1,15, et le Z, il se lit dans le tableau. Alors, je vais rechercher ma valeur 1,15 qui est ici. Une fois que j'ai trouvé ce 1,15, je regarde à quel alpha correspond ce 1,15. Donc le alpha, je vais regarder la ligne. Donc je vais obtenir que alpha vaut 0,1 pour les dixièmes. Et je vais regarder la colonne, à savoir 0,025. Donc mon alpha vaut 0,125. Si je reviens donc sur cet exemple, j'obtiens que la probabilité que Z soit plus grand que 1,15 est égale à 0,125. Mais on peut utiliser la table de la loi normale dans l'autre sens, à savoir, on se fixe une probabilité alpha, et cette fois, on veut déterminer petit z, de manière à ce que la probabilité que grand Z soit plus grand que Z soit égale à alpha. Alors ça, c'est donné donc ici. Donc si je me fixe par exemple alpha égale 0,46, donc je dois, le 0,4 il se trouve sur cette ligne-là. Maintenant je dois trouver la colonne du 0,06, donc je fais glisser, et mon 0,06, j'obtiens l'intersection ici entre la ligne et la colonne. Et ça me donne la valeur de Z recherchée, donc qui correspond au alpha 0,46, donc 0,46. Donc je me fixe 0,46 et je trouve Z en conséquence. Donc voilà, il y a deux façons d'utiliser la table de la loi normale. Soit on se fixe petit z, on trouve la probabilité, soit on se fixe la probabilité et on trouve petit z. Alors ça marche donc pour les lois normales centrées réduites, sauf que les lois normales qu'on rencontre ne sont pas toujours centrées réduites.
Donc, on va donner deux moyens pour s'y ramener. Si vous partez d'une loi normale, à savoir que x est une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne m d'écart type sigma, alors avec les propriétés qu'on a vues tout à l'heure, il est facile de centrer et de réduire cette loi. Ben oui, parce que si vous enlevez la moyenne à x, sa moyenne, alors vous obtenez une loi normale de moyenne nulle, donc elle est déjà centrée, il ne reste plus qu'à la réduire. Ben pour la réduire, c'est très simple, vous divisez x moins m par sigma et vous obtenez une loi normale centrée réduite. Donc ça, c'est quand on part d'une loi normale, on a des propriétés et on obtient tout de suite une loi normale centrée réduite en enlevant la moyenne et en divisant par sigma. Par contre, lorsque vous partez d'une loi qui n'est pas normale, donc d'une loi quelconque, alors vous avez un théorème qui s'appelle le théorème central limite. Et donc il s'agit de répéter une expérience. Donc cette loi qui n'est pas normale au départ, vous la répétez plusieurs fois. Vous savez qu'elle a une moyenne m et un écart type sigma. Et vous voulez, à partir de la répétition de cette expérience, construire une loi normale. Les résultats de l'expérience ils sont donnés par des variables aléatoires, donc, qui dépendent d'un indice n. Donc x1 c'est la première expérience, x2 la deuxième expérience, etc. Toutes les expériences suivent la même loi. Et en plus, les expériences doivent se dérouler de manière indépendante. Donc ça, ce sont les hypothèses. Et si ces hypothèses sont vérifiées, alors le théorème central limite dit que la somme de nos variables aléatoires, qu'on va noter systématiquement S indice n, eh ben, elle suit une loi normale, donc au sens où Sn moins n fois la moyenne de départ, divisé par sigma racine de n, ça, quand n tend vers l'infini, ça converge en loi vers une loi normale centrée réduite. Alors converger en loi, ça veut dire que quand n est grand, cette variable aléatoire, elle se comporte pratiquement comme une loi normale centrée réduite. Ce qui veut dire que vous pouvez, quand n est grand dans la pratique, ça veut dire n est plus grand que 30, donc c'est raisonnable, vous pouvez utiliser la table de la loi normale pour cette variable aléatoire ici.